Hmm? Ah, t'es gentil. Boker Tov Tzadik. Hein? Non, Toda Rabba. Que Dieu te bénisse. Boker Tov Lachem. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. Bet Achrit Shelerat Shameh. Aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on a un peu tardé dans la prière. Rosh Chodesh Elul, ça y est, jeudi matin, c'est les Slichot. Pour ceux qui veulent connaître les horaires ici, ce sera à 5h moins le quart les Slichot, suivi de la Tfila honnête à Oel Moshe Bet, Oel Moshe Bet, c'est Tedvav, bien entendu. Ce sera à l'heure de 6h, Imirtze Hashem. Il y a un minyan à 7h, un minyan à 8h30. Et ici, il y aura un autre minyan aussi à 7h. Donc ici, ça fait 5h moins le quart, Tfila honnête, puis 7h. De l'autre côté, les Slichot à 6h, puis suivi de Shacharit à 7h et encore à 8h30. On ne pourra pas dire comme ça qu'on n'aura pas l'occasion de savoir où prier. Et pour finir, dans le cas où une personne a raté la tefila honnête, les slichot du matin, eh bien, au collège ici à City, au El Moshe, vous aurez encore les slichot à 4h, un quart, tous les jours. Avec la Avrechim Be'ezrat Hashem, qui eux ne sont pas tenus de se lever le matin pour faire les slichot, car leur Torah est la plus grande réparation que l'on puisse trouver de toutes les réparations qui existent. Plus que le jeûne, plus que la tzedaka, plus que les slichot, l'étude de la Torah est au-dessus de tout. Comme a dit le Rav Ovadia Yosef, au lieu de perdre ton temps à jeûner toute ta journée, passe ton temps à étudier la Torah, ce sera mieux. Il avait dit un jour à quelqu'un qui lui a posé la question, est-ce qu'on doit jeûner ou pas? Il a dit, étudier la Torah, c'est plus réparateur que tout. Pourquoi? Parce que de jeûner, chers amis, c'est vrai que c'est une grande, grande réparation, attention, mais ça ne veut pas dire que tu vas pas recommencer. Mais l'étude de la Torah peut te donner les éléments nécessaires pour que non seulement tu fasses la kapara, le Talmud Torah Keneget Kula, mais en plus de ça, tu aies la force de ne plus recommencer. Lama, qui barati et Tzerara barati lo Torah Tavlin. On dédiera ce show pour l'élévation de l'âme de Claudine Chabisha Bet Henriette Kouka Alea Shalom. Vechen pour l'élévation de Félix Ben Esther. Refouach Lema pour Simana Bat Miriam. Talia Bat Efrat Miriam Oratimi Akdosha Vateora. Pour l'élévation de l'âme de qui, au fait, la Askara? On est dans la Skarote, là, on n'est pas dans les... Non, mais je suis encore dans les Lunishmat. Ma? Mia, Mesika, Bat, Kuka. Toda Rabba, Tzadik. J'ai tout. Toda Rabba. Toda Rabba. Veille, refouach lema pour qui tu m'as dit? Shaili Bat Ava. Sans je prends une grande refouach lema, Bezrat Hashem, pour Rivka Bat Lisa. Hashem, Chana Alea, Bat Madeleine, Bezrat Hashem. Et ouais, exactement, je pense beaucoup à lui, à Yoram, Bezrat Hashem, Vena Fochou, Bezrat Hashem. Tu vois, c'est ce que j'ai dit hier le cours. En un seul jour, tout peut basculer dans la vie d'un homme. Il peut passer du malheur au bonheur, le plus total, c'est un truc de fou. Et il peut passer du plus grand des bonheurs au malheur. Un homme peut se retrouver dans une situation terrible et horrible du jour au lendemain. Shem Yahazor Bezrat Hashem, que Dieu le sorte vite de l'endroit où il est. C'est un très bon garçon. On est avec lui de tout cœur. Et que Bezrat Hashem, on n'entende que des bonnes nouvelles dans le peuple d'Israël, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Moi, je suis toujours celui qu'on meilleur quand ça va pas, donc j'ai rarement de très très bonnes nouvelles. C'est un peu normal. On n'est pas bon pour dire, vous savez, je vais vachement bien, ma femme elle est super, mes enfants vont bien, je gagne une tonne d'oseille, je vais en Israël. Voilà, ça c'est vrai ce que tu dis. Laurent Darmon il dit, hey, tous les soirs vous n'étiez pas là, j'ai fait des choupottes tout le mois d'août. J'ai fait des choupottes tout le mois d'août et j'en ai encore au mois de septembre, octobre, novembre et décembre aussi, surtout le 26 décembre. Le 26 décembre. Le 26 décembre. C'est une très grande choupa. Parce que j'aurai le bonheur et l'honneur, Bezrat Hashem, de marier mon deuxième fils, Shem Shchol Hayou, avec une merveilleuse kala Baruch Hashem. Peut-être qu'on étudie, hein? Il y en a qui sont branchés? Vous voulez qu'on étudie un petit peu quand même, quelque chose? Tov, aujourd'hui on va faire des halachot, parce que d'abord il est tard et ça faisait longtemps qu'on n'en a pas fait. Les gens me demandent, Rav, des halachot, des halachot. Alors, on est dans une bête à Knesset, il y a des repas qui se font. Est-ce qu'on a ou pas le droit de manger, de boire, de fumer dans une bête à Knesset? J'adore prendre des sujets qui se vivent tous les jours. C'est un peu ma façon de travailler mon judaïsme, même si j'étudie dans mon bureau des sujets qui sont voire barbants, parce que c'est des choses qu'on rencontre très rarement. En ce qui concerne le tzibour, j'aime bien parler de ce tachles,
Ma osim ayom. Alors, on est dans les lois du Rav Ovadia Yosef, Alichot Olam, Yabia Omer, Yechavé Da'at. C'est un condensé, complètement Rav Ovadia Yosef. Voilà, c'est les lois du Rav Ovadia Yosef ici. Donc, il y en a qui ont pris différemment de ce qui est marqué, Shivim Panim la Torah. Ici, c'est Rav Ovadia Yosef. Ateret Roshenu Vitif Artenu. Souvent, les Juifs se sont plaints du fait de dire, il y a trop d'alachot, personne n'est d'accord avec personne. On ne peut pas avoir un Rav, une alacha. Je vous invite à vous plier aux lois du Rav Ovadia Yosef. Comme ça, on n'aura qu'un Rav. Yesh makom laquelle l'elamed ingid becheshbon betoch chadre alimud shel yeshiva. Est-ce qu'on a le droit d'apprendre des matières chol dans une bête à Knesset ou alors dans une yeshiva? D'accord? C'est la question qui est posée ici au Rav Ovadia. A-t-on le droit, par exemple, tu étudies Nilodéa, toutes sortes de choses, et puis d'un coup tu sors l'anglais. Tu veux apprendre l'anglais. Alors toujours les Tunisiens te disent alors qu'est-ce qu'il y a, où est le problème? Mon cher Rabbeinu, Yosef il parlait 70 langues. Aïwa. Toujours le côté, ah bah c'est pas ça qui fixe, c'est pas les midrashim. Ce qui fixe, c'est la halacha. Omer she'en cheder acher lelamed bo, shim lo yaseken, shukha horim et benehem lilmod anglit. Si il n'y a pas d'autre lieu pour lui, dans cette yeshiva, d'aller apprendre l'anglais, ou d'apprendre les mathématiques, ou d'apprendre autre chose, alors bien entendu vous allez vous étonner en disant, mais alors où est le problème? T'as raison. Aval, qu'est-ce qu'on dit dans toutes nos prières, les avdil ben kodesh lechol. Les avdil ben kodesh lechol. On n'a jamais vu de souvenir d'un juif qui a parlé couramment l'anglais sur un tableau où on dit Zichron Livracha après qu'il soit parti de ce monde 50 ans plus tard ou 100 ans plus tard. Ça n'intéresse personne, celui qui a parlé anglais. Et ça n'intéresse personne. Donnez-moi le nom d'un très grand ingénieur qui a vécu il y a 500 ans. Un génie des mathématiques. Il y en a eu, en Chine entre autres. Galilée. Hein? De quoi? Je ne sais pas s'il était si grand mathématicien que ça, ni le dire. 500 ans. Vous me donnez des... Galilée, c'était en 1600, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, tu t'en sors bien avec Galilée, toi. Mais le but d'apprendre les autres matières dans une yeshiva, c'est pas de mettre au niveau de la Torah. Moi, ce que je vous ai demandé, et mettre la mytho, c'est une prinat zichrono livracha. Je veux dire par là, c'est d'un cadre. Je vous ai parlé de cadre, justement. Mais j'ai jamais vu de cadre de Galilée, et à part le fait qu'on en parle exceptionnellement, je vois pas quand on en parle. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est C'est pas comparable. pas... T'apprends pour la vie au quotidien, mais ça, c'est pas comparable. La Torah, c'est la Torah. La avdil ben kodesh echol, tu veux dire. D'accord. Et alors? Ça permet aussi aux gens de Torah de... En attendant, j'ai entendu Galilée, et quoi d'autre vous m'avez dit? Léonard de Vinci. Ok. Et puis? Il y a quand même une importance qui arrive. Chinois, là. Non, ouais, chinois, il y en a eu. On a 1 milliard aujourd'hui. Une grosse importance qui est donnée aux mathématiques. Il y a dans une marade. Oh, il a fait. Alors, enfin, la réponse que tu veux donner à Eric, pas à moi. C'est que les problématiques, pour ceux qui ont étudié des fois le Talmud en Iyun. C'est ce que c'est étudier en Iyun? Décortiquer le Talmud. D'accord? Je peux vous affirmer qu'aucun mathématicien n'est capable de résoudre les problèmes du Talmud. Sachez-le. Absolument. Il a fait Méod. Où t'as appris ça? C'est avant Pythagore. C'était avant Pythagore, absolument. Pas dans les méfarchim, dans le texte même, c'est-à-dire... Alors sachez que ça a été fait, vous pouvez demander Rav Ron Shaya, ça a été fait devant des professeurs de très haut niveau russes mathématiques, on leur a donné des problématiques du Talmud, c'est lui qui me l'a dit, c'est Rav Ron Shaya, incapable de comprendre le début du problème. Alors que tu donnes ça à un de nos enfants qui a 16-17 ans à Yeshiva, il y a absolument tout. Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est pour faire honneur à la Torah. À Forba de Kula Ba. Mazé de Kula, les sages nous disent que la Torah comprend en elle toutes les matières du monde. La géographie, les mathématiques, les conjugaisons, toutes les problématiques du monde sont dans la Torah. Celui qui est un génie en Torah, regardez le Rav Kanievski, je suis abasourdi, j'ai lu sa biographie, enfin ma femme lit sa biographie. Regardez Baba Saleh, le Rav Mordechai Sharabi. Quand les plus grands professeurs du monde n'arrivent pas à résoudre des problèmes, ils viennent voir les rabbanim.
Et ils ont fait des hautes études. C'est impressionnant d'entendre des histoires pareilles. Quand tu vois, par exemple, que le Rav Ovadia Yosef, qui est né dans la Torah, qui est mort dans la Torah, il faut savoir que le gouvernement israélien, pour toutes les stratégies militaires, s'adressait au Rav Ovadia Yosef et au Rav Mordechai Eliyahu. J'ai entendu les deux. Ça dépendait du gouvernement. Mais excusez-moi, le Rav Ovadia Yosef, il n'a jamais fait l'armée. Et il ne sait même pas ce que c'est une arme. Je ne sais même pas si c'est ce qu'il y a dans les territoires à droite ou à gauche. Je veux dire par là, c'est que si vraiment nous les Juifs, on avait une totale confiance en notre Torah, mais vraiment, vraiment, une Torah de émettre dans notre cœur, on n'aurait aucun problème avec ça. Aucun. Les meilleures époques vécues de notre peuple étaient quand on était tous dans la Torah. Tous. Quand tu prends, par exemple, le roi Chizkiyahu Amelech, tous on était dans la Torah. Le roi Shlomo, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait que du bonheur. Tous dans la Torah. C'était les meilleures époques de nos vies. C'est ça. Donc, en tout cas, la question ici, Al-Pi Halacha, c'est, à part donc Pythagore, l'autre là, je voulais Galilée. J'ai pas de problème, mais on n'a pas de cadre 2, on ne dit pas Zichron Libracha, c'était ma question. Et puis, à part eux, il y a qui encore? Allez. Ce que je veux dire par là, c'est que Adam noten ta'am la chaim shelo quand il est dans la Torah. C'est quand la dernière fois que tu as pèleriné Pythagore? C'est pour ça que moi je suis ici pour faire honneur à la Torah. Mon but c'est de faire honneur à la Torah et de dire aux gens Béhémet, de tous les Hémet que la Parnassa dépend du Mazal, dit la Gemara, pas David Twitou, Mezonotav, chez la Adam, Tlouim, Bemazalo. C'est la Gemara qui le dit. Il y en a qui disent ou du Srout, ça dépend de ce qu'il a fait. Après il y a le Maaser, après il y a le Shabbat, après il y a plein d'autres choses qui rentrent. Avalze, Perouche Adavar, chez Adam Kodam Kol, il doit s'inquiéter pour le monde futur. La reine, s'il veut apprendre son fils des langues, ou s'il veut apprendre, maintenant on retourne dans la halakha. Il dit, s'il n'y a pas où aller ailleurs, il n'y a pas. C'est où il étudie maintenant dans la synagogue, où il étudie dans les shivas, ou alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Ah non, je veux que mon fils apprenne l'anglais, je veux qu'il devienne ingénieur, mathématicien de je sais pas qui pourquoi. Alors on dit, il est préférable dans ce cas-là, le pi halakha, de le laisser étudier aussi les matières chol dans la yeshiva. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Non, pas le même dit pour la synagogue quelque part, parce que s'il vient étudier à la synagogue, c'est qu'il n'étudie pas en yeshiva. Tu comprends ce que je veux dire? Là, la question, c'est en yeshiva. Dans une synagogue à Sour. Pourquoi? Il peut étudier chez lui. C'est ça. וחשבון בית ספר של נוכרים, אשר לומדים בו בחורים ובחורות גויים, היהודים בערבוביה, הוא dit que chas v'shalom, le Rav Ovadia écrit ici que chas v'shalom, on n'envoie pas nos enfants dans des écoles laïques, ou alors dans des écoles juives, où les filles et les garçons sont ensemble. Je rappelle une émission qu'on m'a envoyée, incroyable, aux États-Unis, dans certains États, de plus en plus, les goïms séparent les filles des garçons dans les écoles. D'abord comme avant. Non, mais la différence, tu sais pourquoi? Il y a une totale réussite. Mais c'est plus de réussite. Il y a un rikouz, c'est-à-dire, il y a un rikouz, comment on dit rikouz? Il y a une concentration beaucoup plus élevée quand tu sépares les filles des garçons. Les hormones sont au calme. En plus, ils sont pas au même niveau, il dit ici. Qui était plus élevé, tout et tout? Les femmes. T'as peur, hein? Les istamech al, Rabbeinu Gaon, Be'ezrat Hashem, V'ziato she'yitru baze, agav lilmod Torah, shegam be'eretz Israël noagim kehen, bekama yeshivot, talmudei Torah. Alors, il y a un grand sage, qui s'appelle, allô, Arav Gaon, Hay Gaon. Shamata alav, Arav Hay Gaon. Tzaddik yesod olam. Zecher tzaddik vekadosh livracha. Ah? Tu dis pas ça de Pythagore. Zecher tzaddik kadosh livracha. Hein? Eh, va te coucher, va. Velachen, lui dit que on pouvait apprendre Ziato Sheitiru Bazé, Agav les Talmudei Torah. Et c'est sur lui qu'on se base aussi dans les Talmudei Torah, parce qu'il faut savoir que dans les Talmudei Torah, on apprend la base de la géographie, on apprend la base des mathématiques, on apprend. Les bases, on les apprend. On va pas perdre du temps à faire des centaines de multiplications pour rien. C'est-à-dire, avant, on apprend les tables de matière, on apprend. Sachez-le, dans les Talmudei Torah. Et sur qui on est basé? Sur Rabbi Hay Gaon, qui dit qu'on peut apprendre avec cela. C'est une façon d'apprendre une connaissance d'Hachem, puisque tout a été créé par Dieu. Bien fait. ורק שאפשר הדבר. יש לייחד חדר ונפרד ללמוד, השפה בחשבון. Il dit c'est pour cela que les yeshivot, en réalité, dit le Rav Ovadia Yosef, devraient avoir une pièce où
là-bas, on peut aller apprendre les matières profanes, les matières chol. Alors que devant la Torah, on vient apprendre une matière chol, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui rentre dans un restaurant de luxe, et dans le restaurant de luxe, il mange un sandwich tunisien. Bon, tu me diras, c'est presque du même niveau, mais Perouche Adavar, qu'est-ce que tu viens étudier devant le Sefer Torah, une matière profane, alors que toutes les matières du monde viennent de la Torah? À Forba des coups là-bas, les Chachamim nous ont dit, après avoir tout étudié, les sages d'Athènes, qui étaient de très très grands philosophes et des grands mathématiciens des Rechagav, ont reconnu la suprématie de la Torah. Même Aristote lui-même, qui était subjugué de par la connaissance de la Torah, avait décidé de mettre au même niveau, je parle de l'époque de la Grèce, les Falfavdalim, il avait décidé de mettre le Sefer Torah à côté des plus grandes œuvres, des plus grands savants de Grèce. Bon, alors, pour nous, c'est une insulte, mais pour eux, c'était un honneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je connais cette opinion, mais je n'ai jamais entendu ni lu quelque part. Vous le lirez dans le Sefer Atodaha. J'entends bien. Ah, je n'ai jamais entendu de toute ma vie cette histoire d'Aristote qui connaissait le... C'est dans le Talmud. Je ne sais pas où vous l'avez. On a plusieurs références dans la Torah. On ne parle pas de... Par exemple, vous êtes professeur de philosophie, d'accord? Il y a ce que l'histoire raconte et il y a ce que nous avons. C'est-à-dire que d'où est-ce qu'on connaît réellement Aristote? Nous, Aristote était très proche de plusieurs sages que nous avons eu, nous, dans le Talmud. Et de par cette occasion, on parle d'Aristote. C'est-à-dire, il y a même le Ari Akadosh qui dit qui était la réincarnation d'Aristote. Vous ne trouverez pas ça dans les livres profanes. Hein? On parle ici de choses qui sont profondes. On a des références dans le Talmud sur Aristote, on a des références dans le Sefer Atodah, sur le livre des connaissances de l'histoire juive. Effectivement, il y a à mon avis, il y a des livres qui vous manquent tout simplement parce que l'histoire des Juifs vécue avec ces personnages ne figure pas dans l'histoire des non-Juifs. C'est vrai? אבל כך זה מובא בספרים הקדושים שלנו. ותורת אמת נתן לנו. Pour revenir aux mathématiques, pour rentrer dans la polémique, il y a quand même que, je crois que c'est Gaon Levinas qui recommandait quand même l'étude des mathématiques. Que Rabbi de Lubavitch est allé en France pour étudier les mathématiques. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Le fait que le Rabbi de Lubavitch, par exemple, soit parti passer son doctorat en France je crois que c'était à Marie Curie là-bas, à la Sorbonne, Pierre Curie et Marie Curie qui avaient créé, je crois, la Sorbonne, c'était pour montrer qu'après 20 ans d'études, on pouvait passer son baccalauréat en un instant. C'était juste pour montrer à ses élèves que dans la Torah, il y avait tout. Car le Rabbi Lubavitch n'a jamais utilisé son doctorat. Il a juste pris et déposé dans le bureau en disant, voilà la force de la Torah. Donc il ne faut pas tout confondre. C'est pas, je vais faire ça parce que j'ai besoin de ça. Le Rabbi n'a jamais eu besoin ni de doctorat, ni d'autre chose. Les plus grandes, j'ai demandé au Rav David Menaché qui vous en dira en long et en large, puisque lui, par contre, il est astrophysicien, et il m'a dit de sa bouche chez lui à la maison que Alan NASA, avec qui il travaillait pendant une longue période de sa vie, quand les plus grands spécialistes des mathématiques, des scientifiques ne trouvent aucune solution, et il l'appelle lui. Il m'a même dit de sa bouche que le directeur de la NASA, qui est la tête des têtes de la NASA, lui a dit « Je suis persuadé que le jour où on arrivera au summum de la pyramide de la connaissance, on y trouvera un barbu avec une kippa. » Voilà ce que m'a dit le Rav David Menaché, que lui a dit le directeur non-juif de la NASA aux États-Unis. Donc, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de reconnaissance, mais c'est pas dans ce sens que c'est dit. D'accord? C'est pas dans ce sens. Maintenant, c'est vrai que les matières, moi je vois... dans le monde scientifique, je m'intéresse énormément au monde scientifique. Quand ils arrivent au-delà de ce qu'on appelle les galaxies, ce qu'on appelle le monde de l'imaginaire, d'accord, tu le vois entrer dans tout ça. Pourquoi vous fatiguez les mecs? Punaise, prenez le Rambam, Mishneh Torah, qu'on a l'habitude de lire dès qu'on a à peu près 15-16 ans, et puis vous allez avoir toutes les réponses. C'est-à-dire que, prenez le Zohar, puis là vous allez être gavé dans les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème qu'on a, je vais vous dire la vérité, c'est qu'on a plus de connaissances dans le Chol que dans la Kedusha. Si on connaissait, je parle des gens comme nous, on est plus imbibés de VSD à l'époque, d'émissions. Alors, on a l'impression que c'est ça la connaissance. Mais vous vous trompez. C'est comme quelqu'un qui a épousé une femme qui était vraiment très laide et pas tout le temps sympathique, mais elle était quand même une femme. Ok. Mais il savait pas qu'en son vrai zivou que c'était une femme extrêmement belle, extrêmement gentille et qui avait toutes les valeurs du monde. Alors, quand il a pris connaissance, il a réalisé les choses. On est un peu comme ça aujourd'hui. Je peux vous dire,
le Rav David Benichou. D'accord? Alors oui, Rav David Benichou, que Dieu le bénisse, il enseigne à Pavé. C'est un très grand ami Racham, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a fait les plus grandes études, je ne sais même pas ce qu'il a fait, comment on appelle ça, les grandes études en France, là? Pont et chaussée aux moines et tout ce que tu veux. Hein? Il est polytechnique de Taras, il est ce que tu veux. Il a tout quitté. Il a tout quitté. Et combien j'ai connu de personnages comme ça? Vous allez, à l'époque, il y avait le Rav Zerbib, qui était enseignant à l'Yeshiva de Yeshuot, Yosef, du Rav Ron Shaya. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, et c'était un des plus grands professeurs cardiologues de France. D'accord? Il a tout quitté pour l'étude de la Torah. Alors, qu'est-ce que ces gens ont vu? Je me rappelle, je peux poser une question, je lui ai dit un jour, mais ça vous manque pas le bistouri, puisque lui faisait des implants du cœur. C'est un grand cardiologue et une sommité. Il m'a regardé comme ça, il a éclaté de rire, il m'a dit, avant j'opérais des cœurs, maintenant il m'a dit, j'opère le Talmud. C'est beaucoup plus compliqué. C'est extraordinaire de voir des gens comme le Rav David Benichou, qui, après toutes ces hautes études, allez le voir et puis demandez-lui ce qu'il en pense. Il vous dira que ça ne peut même pas se comparer. Il n'y a rien de comparable à la Torah. Mais pourquoi lui peut le dire? Parce que si tu étudies vraiment la Gemara, comme le disent les Chachamim, la Gemara rend l'homme vraiment intelligent. Et vous le verrez et vous le voyez avec les Talmud et Torah. Quand vous voyez des enfants, c'est impressionnant, qui étudient la Torah, vous leur donnez des problématiques, vous leur parlez, vous avez déjà, excusez-moi pour le mot que j'ai employé, ça ne plairait peut-être pas à tout le monde, ils parlent comme des adultes. Moi, je vois avec mes enfants, ils sont Talmud Torah, tu parles avec eux, et la preuve en est. À quel âge ils se marient les Charidim? 18 ans, 19 ans, 20 ans, très jeunes, ils sont déjà papas. Il y a une maman là, qui s'est mariée il y a 3 ans avant que la loi passe à 18 ans en Israël. Elle s'est mariée à 17 ans et demi, elle a déjà 3 enfants. Et elle est venue à la Beth Knesset avec son mari. C'est une vraie maman, tu vois comment elle s'occupe des enfants. Je vois le mari comment... C'est des gens qui sont matures. La Torah nous rend matures, nous rend intelligents. Et ça, c'est la force de notre Torah. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Pourquoi tu trouves des femmes avec le kissouille et des gens avec une kippa sur la tête qui te disent « Ah non, moi je veux qu'on puisse apprendre un métier, je veux qu'il apprenne le chol ». La vraie réponse vient du manque de connaissance de la Torah. Tu passes de l'or à l'argent. Ça veut dire que tu avais de l'or dans les mains, mais tu n'as vu que du jaune. Tu ne savais pas que c'était de l'or. Alors tu vas passer à de l'argent, parce que le travail amène de l'argent. Donc tu veux de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et la preuve en est. La capitale d'Israël, c'est Jérusalem, c'est la ville la plus pauvre d'Israël. À Bnei Brak, tout va très bien grâce à Dieu. Ça pullule, c'est extraordinaire. On n'entend rien à Bnei Brak. Vous allez à 1h du matin, ça vit, ça étudie, ça chante. Il n'y a que de la Torah. Et c'est marrant parce que depuis 30 ans que je suis en Israël, je finirai avec cette parenthèse parce que je voudrais quand même faire des halakhot, mais c'est un beau moussard Eskel ce matin. Depuis 30 ans que je vis dans ce pays, à chaque fois que je vois des hommes d'affaires venir de tous les pays du monde entier, les États-Unis, la France, tout ce que tu veux, le Canada, de partout, ils viennent régler leurs problèmes où? À Bnei Brak. J'ai un docteur qui est professeur au Canada, qui est venu régler un problème. Il m'a dit, bon, tu es venu me voir ici parce qu'il regarde mes cours. Il m'a dit, Tov, je vais où? Je vais à Bnei Brak. Il y a un grand sage là-bas, j'ai des gros problèmes, il faut que j'aille lui poser des questions. J'ai un Rav Kanievski qui m'a dit non. Je vois, j'ai le Rav, je sais pas quel nom m'a donné. À la Gem, j'ai dit encore un qui va à Bnei Brak. Mais qu'est-ce qu'ils ont à Bnei Brak? C'est des préhistoires là-bas. Ils étudient quoi? La Torah. Alors je comprends pas, toutes les grosses têtes, ils vont à Bnei Brak régler leurs problèmes. Rabotaï, on rentre dans le mois d'Elul. Il serait temps qu'on fasse confiance en ce que Dieu nous a donné. Il nous a choisis parmi tous les peuples pour nous donner la meilleure science qu'il a dans son marsan, si je peux appeler ça comme ça. Il nous a donné le meilleur. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Ouais, mais enfin bon, regarde la Torah. Zelonachon. Donne-toi à fond et tu verras. Zelonachon. Zelonachon. Je vais raconter une histoire comme ça qui s'est passée avec le Rav Messas. Zecher Tzedika Doshivracha. Le Rav Messas, la Shalom, qui est originaire du Maroc, était grand rabbin de Jérusalem. C'est-à-dire? Et il y a un de ses élèves qui est venu le voir, il lui a dit, Kvod Harav, je voudrais la permission de quitter la yeshiva. Il lui a dit, je voudrais la permission de quitter la yeshiva. Et il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, pour apprendre un métier, pour travailler, pour ceci, cela. Et il lui a dit, dis-moi, tu veux comme moi un chauffeur, une Volvo, une belle voiture, une belle maison? Tu veux comme moi? Il lui a dit, ah, j'aimerais bien. Il lui a dit, continue d'étudier la Torah. Quand on a le la Torah, mais on ça veut dire, Rav Messas, c'était quelqu'un de humble.
C'est une leçon qu'il a voulu lui donner. Il n'est pas en train de lui dire, sois dans la Torah pour le kavod, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser comme ça. C'est pas ce qu'il a voulu lui dire. Ce qu'il a voulu lui dire, c'est que la Torah, elle t'apporte tout, y compris la parnassa. La Torah, elle t'amène tout, si tu lui fais honneur et que tu te donnes à fond pour elle. Le seul problème qu'on a, monsieur Lévy, dans l'absolu, c'est qu'on ne fait pas confiance, aux vraies valeurs de la Torah. Moi, je me rappelle, parce que toi, tu es un spécialiste de Manitou, mais moi, je me rappelle Manitou, qui était un grand spécialiste de toutes les philosophies. Eh bien, moi, j'ai eu pendant 2 ans en tant que Rav, s'il avait été là, il vous aurait dit que la Torah. Ce qu'il avait de bien, Manitou, c'est que dans ses cours qui étaient un petit peu marginaux, on peut dire, il ramenait, en disant de la Torah, il y a même une professeure, un tel, qui avait dit que Manitou disait, c'est marrant comment les scientifiques et le monde Chol essaient de rattraper la science de la Torah, mais la Torah a tout en elle. Quand Manitou avait affaire à des scientifiques, combien de congrès il a fait dans sa vie, que Dieu repose son âme, il avait affaire à des envoyés de la papauté. D'accord? Mais il répondait avec la Torah, ils étaient comme des fous, C'est un kiddush Hashem de répondre avec des paroles de Torah à un monde scientifique. Parce que la Torah est la vérité. Torah emet natan lanu. Et c'est ça que nous, on doit aujourd'hui acquérir. Et c'est pour cela que, si Bémet, on veut apprendre des matières chol, on pose la question en yeshiva. Donc tu vois ce que je veux dire? On peut l'accompagner. C'est comme tu dirais, on accompagne le plat principal de certaines choses. Il faut savoir que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Le Shulchan Aruch nous dit, tous les livres chol ne doivent pas rentrer dans une maison juive. On ne rentre pas de livres de chol dans une maison juive. On doit avoir confiance. Et je vous affirme, et je vous le dis, et je vous le répète. Je vous affirme, je vous le dis, et je vous le répète. Alors je sais ce que je vais dire maintenant, ça va vous paraître banal. On se connaît depuis combien de temps? Quelques mois seulement. Comme vous me voyez, vous voyez un abruti ou quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, avec tout l'aspect que je vous dois? Le deuxième. Je parais pas être idiot. Oui. J'ai arrêté l'école en CM2. Voilà. Je n'ai jamais été à l'école, j'ai arrêté l'école en CM2, et tout ce que je suis, c'est la Torah qui me l'a donné. Est-ce que ça fait de moi un attardé? Voilà. Je parle avec des professeurs, j'ai enseigné dans des écoles israéliennes et françaises. Bon, je suis professeur aussi en France. Je me suis entretenu avec des psychanalystes en France. Je travaille avec des psychiatres à l'hôpital à Jérusalem de la même occasion. On m'appelle pour plein de conseils, des hommes d'affaires. Je peux vous le dire, toute la journée, il est au bureau. Ça vient pour les affaires, comment les diriger, qui, quoi, donc lequel. J'ai jamais été à l'école, j'ai jamais appris une division, je ne sais pas la faire. Et ça m'intéresse pas en plus. Tout ce que je suis, c'est la Torah. Et pourquoi je me prends un exemple? Parce que pourquoi chercher un exemple à côté s'il est déjà là? Est-ce que j'ai l'air d'un attardé? Est-ce que? Non, je pense pas. Grâce à Dieu. J'ai plus l'occasion de voir des gens qui viennent me poser des questions que de m'être vu poser des questions. Et quand je pose, c'est à mon Rav. Qui lui, par contre, ne sait même pas c'est quoi une école. Le Rav Aryeh, il est né dans un Talmud Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Je ferme cette parenthèse. C'est pas une parenthèse, c'est merveilleux de parler de ça quand on rentre au mois d'Elul, parce que je pense que c'est la plus grande teshuva que chaque juif se doit d'avoir, puisque le Rabbi de Lubavitch, je vous l'avais cité tout à l'heure, eh bien, disait, mets ton fils au Talmud Torah jusqu'à l'âge de 20 ans, à 20 ans qu'il apprenne à métier, c'est la chassidoute. Le Rabbi de Lubavitch dit d'abord, tu mets que de la Torah. Et tu verras que le chol, en 2 secondes, il pourra l'apprendre. Comme David Twitou, Eric Twitou Ayakar, qui a mis son fils dans un Talmud Torah, il fait confiance à la Torah, et on verra ce qui en sort. Niré. Ezrat Hashem. Kol hakavod. תלמוד תורה שלומדים תורה שהתינוקות של בית רבן, שמותר להשתמש בחדר הלימוד תורה, ללמד של חשבון וכתיבה עם לימוד התורה, אף על פי שהם דברי הרשות, שלב בית הדין מתנה עליהם, ואין בזה חשש איסור כלל. Donc si dans les Talmud de Torah ils apprennent aussi les matières chol, comme les mathématiques un petit peu, choses comme ça, il n'y a pas de problème. תלמיד חכם יברכי הכוללים, שלומדים בבית הכנסת, רשאים ודוחק לאכול. Maintenant on passe dans un autre domaine. Donc, si c'est pour étudier dans une synagogue des divrei chol, par exemple, quelqu'un vient ici faire ses devoirs, assour. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que tout ce qu'on a pu enseigner, comme l'enseignait Rabbi Hai Gaon, c'est dans le cas où dans la Beit Knesset, dans le lieu, il n'y a pas où aller ailleurs, et on aurait peur qu'à cause de cela, eh bien, il se retrouve à quitter le centre de la Torah. D'accord? Donc, il se retrouve dans une école laïque. A-t-on le droit de boire ou de manger dans une Beit Knesset, voire de fumer dans une Beit Knesset? À Tchouvaï. Donc, c'est une très très grande question. En ce qui concerne Dafka, les 2 lieux comme Ohel Moshe à Siti, Ohel Moshe à Tedvav, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que le jour où nous avons fait l'inauguration, nous avons fait un tnaï où il n'y a pas de Gdushat Midit, puisque ce sont
Malheureusement pour nous, on n'a pas eu encore le mérite de construire, on n'a pas l'argent pour cela, parce qu'entre l'argent pour payer la Vrechim, Makolev et tous les frais qu'on a généraux, les loyers d'ici, les loyers de là-bas, 14 000 shekels, 14 000 shekels, 4 000 shekels d'électricité, les séoudotes, la totale, quand on prend de l'argent, on a tellement de frais à payer qu'on ne sait pas où les mettre. Donc il faudrait que Bezrat Hashem, on puisse constituer aujourd'hui une caisse pour construire ce dont on rêve tellement de faire, Bezrat Hashem, pour tous les gens d'Ashdod. Et Dieu seul sait combien, à mon avis, ce sera un grand Kiddush Hashem, tout ça. Quoi qu'il advienne, on a fait un tnaï parce qu'on lit ces boutiques, et donc quand on les rendra pour rentrer dans notre binyan à nous, si Dieu veut Bikarov, eh bien, il faudra bien que les propriétaires de ces lieux puissent les relouer. Olim Bakdushav le Yurdim. Donc on a fait 2 tnaï. La première, c'est qu'il n'y a pas de douchat midit, c'est-à-dire que, première condition que cette synagogue, eh bien, quand on la démantèlera pour pouvoir s'installer dans notre binyan à nous, puisse être réutilisée pour qui veut. Et le deuxième tnaï, qu'elle serve et de synagogue et de salle. Grâce à Dieu, dans cette synagogue, on a déjà célébré une dizaine de mariages pour des gens qui n'avaient pas les moyens de se marier dans des salles. On l'a fait ici, avec leurs invités. Baruch Hashem, on a pris le talit, on a pris... Bon, c'était mignon, des manches à balai. Haut, parce qu'il faut qu'il touche le sol. Voilà, c'était sympathique. Et donc, on peut se permettre ici de manger, de faire de la fête. On peut faire tout ce qu'on a à faire, bien entendu, dans la plus grande pudeur qu'Edat Moshe Israël. Aval, une bête à Knesset. Si Bezrat Hashem, on construit notre binyan pour pouvoir enseigner non seulement toutes les tendances, mais de qui plus est, avoir une belle salle en bas pour marier les gens qui n'ont pas les moyens, pour les bar mitzvot, pour les shabbats en communauté, Bezrat Hashem. Il y a plein de gens qui ne savent pas où faire les fêtes, ou Pessah, tous ensemble. Bezrat Hashem. Amen. Je n'ai ce les ai. תלמידי חכמים וברכה, הכל לימדו מבית הכנסת רשעים בתוך רק לאכול ולשתות בתוך בית הכנסת. Dans une bête à Knesset, seuls ceux qui étudient la Torah et les rabbanim ont le droit de boire et de manger dans une synagogue. Uniquement eux. Et pourquoi eux? C'est dégueulasse. Tout simplement parce que il est préférable qu'ils mangent sur place, qu'ils annulent la Torah. Et pourquoi ce serait interdit de boire et de manger? Je comprends pas. Ça se fait d'être assis devant un roi et pendant qu'il te parle, tu manges tes cacahuètes, tu manges un sandwich, tu manges des choses. Ça se fait, ça? Tu parles avec quelqu'un, le roi il te parle, il est là, il te regarde, et toi tu manges devant lui, t'arrêtes de manger. Il dit, tu es en synagogue, comme ça on prend conscience de la valeur d'une synagogue. Il y a les Sefer Torah là-bas, tu manges devant lui, à Talmud Bayesh. Mais des gens, des fois, ils s'allongent devant le Sefer Torah. Talmud Bayesh. Et vous savez, on vous dit, lève-toi, et tu t'allonges. T'es chez ta mère. Fumer a le même digne que de boire et de manger dans une synagogue. La reine, ni on ne mange, ni on boit dans une bête à Knesset, à plus forte raison qu'on ne fume pas. Sauf si on est quelqu'un qui étudie la Torah dans ce lieu-là. Alors, il pose la question, Igal Ayakar, notre tendre et cher, non pas mashguer du lieu, mais en tout cas le gabaï principal qui devait me mettre le ventilateur, que je serais net à mout. Hein, c'est un peu en retard, tu m'as dit dimanche, t'as pas dit blinéder, c'est grave. Il n'a pas dit quel dimanche. T'as pas dit quel dimanche. Celui qui vient écouter un cours de Torah, celui qui étudie la Torah, ceux qui sont avrechim, c'est-à-dire qui étudient la Torah en tant qu'élèves dans une synagogue, tous ces gens-là auront le droit de boire et de manger dans la synagogue pour se restaurer. Donc dans votre cas, vous qui étudiez la Torah, vadaï que vous avez le droit de boire et de manger. Par exemple, il y a un cours ce soir, si je veux, à Tetvav pour les femmes. On peut sortir des boissons et tout à fait boire. Pourquoi? Parce que oskim ba Torah. En deux mots, ce que ne veut pas la Torah, c'est que les synagogues servent de restaurant. D'où la grande mise en garde quand vous êtes pendant Seudah Shlishit de ne pas vous imaginer être au restaurant. Alors le côté chevra, c'est très sympathique, mais n'oubliez pas, surtout dans la Beit HaKnesset à Tetvav, on a le mérite de le faire dehors, dans une tente. Ça change un peu les choses, quoiqu'on est quand même Shabbat. Aval, dans cette Beit HaKnesset, c'est très compliqué. Parce que les gens sont en face l'un de l'autre, on mange, on boit, on est repu, puis on commence à parler. Puis après, ouais, j'ai acheté une voiture, non, elle est trop chère celle-là. Oh! Shabbat, Beit HaKnesset, ma kara lecha, tam shuga. T'es pas au resto ici. La reine, quand on s'assoit pour Seudah Shlishit, avant de poser son fessier sur la chaise, il faut juste un peu se concentrer en disant, oh, c'est Shabbat, je suis dans le Beit HaKnesset. C'est-à-dire, c'est la voix de Hashem, be'ahava, aval be'ir'a. Il faut avoir de l'amour et de la crainte. Faites très attention à cela. Quand vous essayez à la Beit HaKnesset, c'est toujours désagréable. Tu en as 5-6 qui chantent et les autres, ils papotent.
Habibi, tu as 400 mètres de trottoir pour papoter. Bet Knesset, ou tu te tais, ou tu chantes. Et à chaque fois, on est obligé de faire chut, chut. Ils te regardent, ils te font un sourire et ils continuent à parler. J'adore. Bon, je ne vais pas faire le kitroug, mais faites très attention à cela parce que au lieu de ramasser des mitzvot, c'est des averot. Faites très attention à ça. Okay. Donc, voilà, par rapport à ça, avant d'ouvrir une synagogue, il n'y a pas quelque chose qu'on fait, j'ai entendu quelque chose qu'on fait qui nous permet par la suite de pouvoir manger dans la synagogue. T'étais où pendant que j'ai dit ça, toi? Ah, j'ai pas entendu, pardon. Tov, t'es viré. Tov. Alors, il a posé la question à propos des cigarettes. Alors, Igal, tu as posé la question à propos des cigarettes dans une synagogue. On ne fume pas dans une bête à Knesset. Le Rav Ovadia, dans son livre Alichot Olam, d'accord, Chelek Aleph, Hamoud Resh Samer Dalet, répond à ta question et il dit, dans le cas où ils étudient la Torah Be'atmada, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'étudier la Torah, ils auront le droit de boire thé, café, de manger s'ils veulent prendre des gâteaux, pour se restaurer comme font tous les avrichim ici. Vechen reshaim le'ashen betor bet hakneset. Im kashe lahem le'sha'ot zman rav belo ishun. Et si le fait de sortir dehors vont leur annuler la Torah et que c'est impossible pour eux de s'empêcher de fumer, dans ce cas-là à eux, et que ça ne dérange personne, dans ce cas, ils auraient même le droit de fumer dans la Beth Knesset. Mais comme ça dérange tout le monde, d'accord? Mais le Rav va intervenir et dire quelque chose qui n'est pas qu'édaille d'écouter pour tout le monde, parce qu'une fois qu'on l'entend, ça devient compliqué. Le Rav, il dit comme ça, au Bechol Ana'al, en lechalek ben Bet Knesset et Bet Midrash, il n'y a pas de différence entre un Bet Knesset et un Bet Midrash, Shav Bet Midrash, en le'atir achila ou shtia ve'ishun sigariot. Dans un Bet Midrash, même s'il n'y a pas là-bas de synagogue, c'est juste un Bet Midrash où on vient étudier, là-bas non plus on n'a pas le droit de manger et de boire. Quelle serait la différence? Non, justement, il dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre une synagogue et un Bet Midrash. Il dit qu'il n'y a pas de différence. D'accord? On ne vient pas croire que, ou de fumer une cigarette. Rak talmidei chachamim v'avchei kolelim, reshem betoch, ak lechol v'lishtot v'la'ashem betor Bet Midrash. Et c'est pareil pour eux, s'ils sont dans un Bet Midrash, par exemple, qui est immense, et qu'une personne étudie la Torah Be'atmada, il est complètement, qui était comme ça, qui était constamment dans l'étude et qui ne pouvait pas se séparer de la cigarette. Bonne réponse. Le Rav Kadouri, qui fumait entre 2,5 et 3 paquets par jour. Le Rav Kadouri. Okay? Moi, je l'ai vu de mes yeux, le Rav Revibo. Moi, je l'ai vu de mes yeux, le Rav Kadouri, quand il étudiait à Ben Yehuda. Il y avait une petite synagogue comme ça, il y avait tous les Mekoubalim. Et dans la synagogue, je voyais, il avait sa cigarette. Alors, comment il faisait? Dès qu'elle arrivait à sa fin, il prenait une autre, il l'allumait avec celle qui venait de finir. Il a vécu 108 ans, jamais malade. Sauf à la fin de sa vie, je crois, à 105 ans, il a été un peu malade. Fragile. Alors, lui, le Rav Kadouri, il pouvait pas se passer de la cigarette. À un tel point qu'on lui a dit, Vodarav, assour la chaîne. Il lui a dit, écoute, je n'ai aucune attirance pour ce monde. Aucune attirance pour la nourriture, pour le vin, pour les femmes, pour le luxe. Il y a une chose au monde qui m'intéresse, que de tout ce que Dieu a créé, moi, il y a une chose qui me parle. C'est la cigarette. Tu veux me l'emmener? Rav Kadouri qui a répondu comme ça. La seule chose au monde que j'aime bien du monde matériel, c'est le Ishun. J'aime bien fumer, il lui a dit. Tu veux me le retirer? 108 ans. Des poumons Halak Bet Yosef. Le Rav Ovadia ici, il marque Be'alichot Olam, toujours Chelek Aleph. Mikol Makom, cependant, Yesh le'avir shekol amur le'el ou midin kedushat bet hakneset ou bet midrashot. Tout cela pour nous mettre en garde de la kedusha qui se trouve dans un bet midrash et une bet hakneset. Faites très attention, il dit de là tu apprendras l'importance du lieu où il y a des Sefer Torah. Ne te comporte pas comme un homme au restaurant ou comme quelqu'un qui est chez lui dans son salon. Fais très attention quand tu viens dans une bet hakneset, bet midrashot, d'avoir de la crainte du ciel. Vraiment, fais attention. Tu veux parler de chol, tu veux répondre au téléphone, sors, ne reste pas. Pourquoi? Parce que tu risquerais de dire des paroles de chol dans une synagogue. Et Hachem ne pardonne pas ça. Il n'aime pas ça. C'est là. Les avdil ben kodesh chol. Ça fait partie de notre tikkun. Tu dis comme ça, alors oui, je sais que c'est important,
je sors de la synagogue, je te parle, je te rappelle. Tu ne parles pas dans une synagogue. C'est là. Le pire, c'est pas ça, c'est des fois, tu as la Hazara, et tu vois un mec qui répond au téléphone, il se croit chez sa mère, le mec. Ouais, alors je te disais, je te rappelle, on lui fait, chut, hein. Ouais, bah écoute, ils sont en train de prier, je te rappelle tout à l'heure. ראית דבר כזה הרב? בבית הכנסת מדברים בטלפון דברי חול, בשעת החזרה, בשעת הזה. אתה אומר לו, נו, שקט, נו, מה? טוב, בסדר, אז אני מנתק, הם עכשיו מתפללים. זה מצחיק, ממש מצחיק. דברים מצחיקים. לכן תצא מבית הכנסת, סור דלה בית הכנסת, תצא, רוצה לדבר, צא בחוץ. בסדר? אולי יש מקום לאסור בזמננו את עישון הסיגריות מצד אחר. Le Rav Ovadia, il dit ici, il faut que les gens sachent, que la cigarette est interdite. Comme ça dit Rav Ovadia. Donc ceux qui fument, éteignez, c'est mieux. Valérie, éteins. שהרבה מגדולי הרופאים קבעו בהחלט סכנת נשקפת לבריאותם של המעשנים, car les médecins sont tous d'accord pour dire que la cigarette est dangereuse pour la santé. Et eux-mêmes d'ailleurs ils fument. Et il provoque aussi des dégâts de manque de respect pour la santé des autres. La reine, c'est pour cela. Yesh makom le sora ishun al pi adin. Ouah. Il dit donc al pi adin. Al pi adin, ça veut dire mamash al pi adin. Il y a lieu donc d'interdire formellement la cigarette. Que Moshe Hazarat Torah, comme la Torah elle-même nous l'enseigne, pour le Rav Ovadia, c'est bichlal naïsour de Raïta. Shneemar. Vous devrez faire attention à vos vies. Et celui qui a de la pitié pour lui et pour sa descendance s'éloignera de ça. Pourquoi lui et sa descendance? Oh, petit 1, c'est marrant que tu dis ça. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle n'a jamais fumé. Elle est partie, elle a eu des problèmes aux poumons. Et le mec lui dit, mais qu'est-ce que vous fumez par jour? Combien de cigarettes? Il dit, mais je fume jamais, je fume pas. Mon mari, il fume. Il fume dans la chambre, il fume à côté de moi, il fume. C'est elle qui a les poumons noirs. Ve'im kaché alav. Anna takshiv. Donc, sur Rav Ovadia Yosef, il dit que bichlal que fumer, c'est mézik me'od me'od la briout. Mais là, ce qu'il dit, ve'shomer nafsho ilchak mizeh, nishmartem me'od lenefshetechem, shim kaché alav. Alors, écoutez bien. Il dit, il doit faire attention à la zviva. Alors vous m'avez répondu, oui, il faut faire attention à la zviva. C'est l'onachon. Ce qui veut dire ici, c'est pas faire attention simplement aux gens de sa maison. Il dit, t'as pas envie de voir ta descendance? La gemme, tu veux te coller le crabe sur toi? Dans ce sens. Chez Kol Haoseh Davar Avara, je veux dire maintenant, Akol Mina Shamaim. Tu vas dire Akol Mina Shamaim. Chutz Mirat Shamaim. La Gemara, elle dit, non, pas tout est Mina Shamaim. Quelqu'un, il sort en hiver. On lui dit, mets une écharpe, tu peux attraper une angine. Il sort, il attrape une angine, c'est Mina Shamaim? Non. La Gemara dit non. C'est parce que t'es un abruti. Bah, tu sautes sans parapluie, sans parachute, pardon. Tu sautes de la, sauter sans parachute, sans parapluie, c'est pas Mary Poppins. Non. Tu sautes sans parachute. Le mec, il dit, bon, si Dieu veut que je m'écraserai, mais si Dieu veut pas, c'est nachon. Aval, à mon avis, 99%, hein, tu vas t'écraser, comme dans les dessins animés. Lama, c'est mes références. Lama, parce que c'est ce qu'il dit Rav Ovadia. Il dit, les refus, ils disent, tu n'as pas envie de voir ta descendance, Pérouche Davar. Tu n'as pas envie de voir le mariage. Fais attention. Comme dit le Rambam dans les Chod Deot, il faut boire un petit canon de vin tous les jours. Il faut faire du sport. Le Rambam, il dit, tous les jours, il faut faire du sport. Le Rambam. Tu manges jusqu'à laisser un quart de ta faim. Ne bourre pas ton estomac. Bon, pour les Tunisiens, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où est le quart chez nous. Aval Keikaron, la Torah nous donne des principes de vie. Par exemple, Rabbi Nachman de Breslev m'a dit, m'a dit dans le Likutei Halachot, il dit que de manger tout ce qui se cuit n'est pas forcément bon pour le corps. Il faut manger, si tu veux être très très fort du corps et être sain du corps, que des aliments vivants. Comme ça dit Rabbi Nachman. Comme quoi, par exemple, une pomme. La pomme, les légumes, ce sont des aliments qui, vivants, dans leurs molécules, s'accordent à la vie qui est en toi. Tu passes de la vie à la vie. Mais quand tu cuis ou tu tues un animal, Rabbi Nachman il dit, tu manges de la matière morte. Et ce qui est mort rentre dans des molécules vivantes.
Regarde jusqu'où va Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, quand tu manges des aliments qui sont vivants, tu manges des molécules vivantes qui continuent à vivre en toi, qui te font vivre dans la vie, puisque toi tu vis avec tes molécules. Mais quand tu manges quelque chose qui est cuit, qui a été tué au niveau de ces molécules, parce que là, il va prendre une autre matière, Rabbi Nachman il dit, tu rentres un élément mort dans des molécules vivantes. Ce qui fait que tes molécules vivantes vont devoir travailler jusqu'à refaire vivre ces aliments. Et c'est pour cela que nous, les Juifs, on a un patent extraordinaire, c'est les bénédictions qu'on fait. Ki lo ala lechem yevado yechia adam, ce n'est pas sur ce que tu manges que tu vis. Rabbi Nachman, il dit, le patent du Juif, c'est de dire les bénédictions sur ce que l'on mange. Qu'est-ce que fait une bénédiction sur un aliment qui a été cuit? Il redonne vie à l'aliment qui a été mort. C'est extraordinaire. Il y a pas eu un talmud du monde ashkénaze sur l'histoire de fumer, quand même, que on détruit le rendez tout. C'est Rav Ovadia là qui le dit. C'est un histoire, quand même. Lui, le Rav Ovadia, il dit min adin zasour. Le Rav Ovadia, il marque ici min adin zasour. Pour le Rav Ovadia, assour la Hashem, bishum panim v'ofen. Mais attention, le Rav Ovadia ne peut pas comme ça dire à des gens, parce que sincèrement, il y a des gens, s'ils fument pas, ils traquent, ils te fument. Hein. Ah non, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai fumé pendant des années, puis je ne vais pas être un mauvais exemple, mais j'ai fumé depuis très très jeune. J'ai arrêté grâce à Dieu, ça fait longtemps déjà. Si je fume pas, ça va. Mais il y a des gens, s'ils fument pas, ils sont très nerveux. Très nerveux. Il y a un garçon qui m'a raconté que sa femme, c'est la plus merveilleuse des femmes, sauf le Shabbat. Je lui dis, Lama, il me dit, je sais pas, tu connais Gremlins? Je dis, ouais. Il me dit, tu te rappelles à minuit? Ouais. Tu te rappelles s'il mange? Ouais. Ah, il devient des monstres. Ouais, et ben c'est ma femme. Ah, elle devient folle. Elle devient dure, elle devient... et elle lui dit à son mari avant Shabbat, à ce qui paraît. Elle lui dit, chérie, Shabbat va rentrer, je vais être très dur avec toi. Elle est nerveuse. Il y a des gens, vraiment, c'est incroyable comment la cigarette intervient dans leur vie. Impressionnant. Il y en a d'autres, ils attendent la sortie de Shabbat. Moi, quand j'ai fait Tchouva, je fumais énormément. Et j'adorais la loi du Rambam. Je regardais pas le calendrier. Quand j'ai fait Tchouva, j'étais jeune. J'étais à l'île verte. Et je regardais quand est-ce qu'il y avait 3 étoiles. Une fois, j'avais tellement envie de fumer. J'ai dit à mon copain, mets-moi une droite. Il m'a dit, pourquoi faire? Je vais voir des étoiles partout, là. Tellement j'avais envie de fumer. Top, Bebdi Khouta, bien sûr. Vim Kaché Alav. Attends, je finis ma phrase sadique. Maintenant, le Rav Ovadia, il dit, maintenant, si la personne, si elle fume plus du tout, Vim Kaché Alav, surtout combien ça coûte? Quel budget? Quel budget? Quel budget? 38 shekels, 37 shekels le paquet de cigarettes. Tu fumes un par jour. 10 jours, ça fait combien? 370. 20 jours. Vous vous rendez compte le budget que ça fait? C'est 30 jours. Ouais, parce que, bon, tu sais, Shabbat, tu fumes ce que tu n'as pas fumé le Shabbat. Ça fait presque 1000 shekels par mois si tu fumes un paquet par jour. Bon. Combien ça fait par an? 12 000 shekels par an de cigarettes. C'est pas les cigarettes que tu fumes, c'est ton oseille. Hein. Et elle part en fumée, exactement. Non mais c'est pas une blague, c'est un calcul. La cartouche est 380 shekels. Il y a 4 semaines. Un peu plus. Tu arrives à un super gros budget. Imagine maintenant, tu arrêtes de fumer, tu donnes ce même argent à la tzedaka. Reach nichoach ishel Hashem. Tu passes de la fumée de ta bouche à Reach nichoach ishel Hashem sur le misbeach. Rav Ovadia, il dit comme ça. Vim kaché alav leafsik lishun bevatachat. Et si maintenant pour lui c'est très très difficile d'arrêter de fumer du jour au lendemain, à certaines circonstances, leafrit me'at me'aishun ad sheafsik legamre me'aishun. Il devra dans ce cas-là passer de 20 cigarettes par jour à 10 cigarettes par jour. Ensuite, il s'efforcera de passer à 5 cigarettes par jour jusqu'à se débarrasser de cette dépendance terrible qui nous pourrit la vie. Voilà, je finis encore une halakha. Juste par rapport aux mégots qu'ils ont en Israël, on a le droit de le jeter par terre ou ça saute? Il est strictement interdit de jeter ces mégots sur le sol d'Israël. D'ailleurs, partout, parce qu'on n'a pas assez dire un pays où on va. Je trouve ça inadmissible de jeter des mégots de cigarettes. Faut s'efforcer de les écraser quelque part et de les jeter à la poubelle. Le problème, c'est que de les jeter à la poubelle, eh bien, ça peut engendrer des incendies. Donc, il est préférable de les jeter par terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans les caniveaux, on les jette dans des endroits où
Voilà. Mais par exemple, ici, il arrivait pendant une période que les gens avaient un grand manque de respect qui m'énervait énormément, c'est qu'ils mettaient ça à côté de la boutique à côté. Des fois, tu viens quelque part, tu trouves devant... Israël n'est pas un cendrier, Rabotaï. La terre d'Israël n'est pas un cendrier. Ce n'est pas un cendrier. D'accord? Moi, je voudrais te poser une question. Tu vis bien quelque part. Tu as une chambre. T'aimerais que je vienne écraser ma cigarette chez toi? Non, pourquoi non? Alors, le salon d'Hachem, c'est toute la terre d'Israël. Pourquoi tu jettes tes mégots là-bas? T'aimerais, toi, qu'on jette tes mégots chez toi? Donc, dans ce cas-là, ou tu ne fumes pas, ou si tu fumes, tu t'arrangeras, Bezrat Hachem, pour trouver une solution à ce problème. Voilà. Comment faire teshuva sur tous les mégots qui ont été... Comment faire teshuva, pose la question Émilie de Natania, je suppose. Shalom, Émilie. Eh bien, dès que tu vois un mégot par terre, t'as qu'à le ramasser. Si Marc, ne prends pas ma place, tu fais pas mon poids et t'es pas tunisien comme moi. Voilà. C'est pas une blague. Vous savez, il y a un truc qui s'est passé à Paris. On m'a montré cette vidéo, j'étais mort de rire. Je sais pas comment ça s'appelle, ou au Danemark, je me rappelle plus quel lieu c'était, peu importe. Non, c'est en Europe. Ils ont, dans une grande place comme ça, très grande place, ils ont pris une canette de Coca-Cola et ils l'ont jetée en plein milieu de la place. Et ils ont mis une caméra. Et les gens passent, il n'y a pas une personne qui ramasse. Juste à 1 mètre de la poubelle. Hein. La pachit, la canette. Toute la journée, elle passe. Il y a un mec qui s'arrête, il la prend et il la met là-bas. Bien entendu, sort une fanfare incroyable. Des policiers, des gens de la mairie, ils sortent tous, ils ont attendu derrière. Ils viennent tous l'applaudir, lui remettre un chèque. Pour montrer combien les gens n'ont pas de erpatiout pour ça. Il y a une très belle histoire, et je finirai avec cette petite histoire de Moussard, extraordinaire. Regardez comment Hachem fait les choses. Regardez comment d'être quelqu'un de erpati. Comment dire erpati? J'en ai à faire des choses, je fais attention aux autres. Il y a un homme, je finirai avec cette histoire, comme ça je vous laisserai avec le sourire pour Marc et Émilie et tous ceux qui nous regardent. Et aussi mon épouse, que Dieu la bénisse. Et son mari, mais la fois j'ai dit ça, elle m'a dit arrête de parler de toi. Oh, pas rentrer dans les problèmes de famille. Hein. Regardez comment Hachem y récompense. Yitzhak, tu vas kiffer cette histoire. Il y a un mec qui était au chômage, il n'en pouvait plus de sa situation. Pourquoi? Parce qu'il avait un potentiel en lui digne d'un volcan en ébullition. Et tout ce qu'on lui proposait, non seulement ne pouvait pas aller pour lui parce que financièrement la somme ne pouvait pas l'aider, mais ça le tuait d'avoir un tel potentiel, tellement il était actif, tellement donne-lui un monde dans les mains, il te le dirige. Et sa femme lui dit, tu peux aller faire des courses? Il regarde dans ses poches ce qu'il a et il lui dit, ok, ani olech. Ça se passe pas en Israël, hein, ça se passe ailleurs. Et il rentre dans le supermarché. Et quand il marche, il regarde les prix, il regarde à droite, à gauche. Et vous savez que dans tous les supermarchés, il y a des caméras, dans tous les rayons, pour les vols et ainsi de suite. Et il y a un paquet de gâteaux qui est par terre. Il prend le paquet de gâteaux, il le remet à sa place, il continue à faire ses courses. Le peu d'argent qu'il a sur lui. Il arrive du côté des fruits et légumes, il y a une pomme qui a roulé d'une cliente sous l'établi. Il prend cette pomme, il la remet sur l'établi. Quand il passe à la caisse pour aller payer, il est attendu par un mec très très imposant comme ça, très waouh. Et il lui dit, est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que je peux vous parler un instant? Il lui a dit, oui, j'ai le ticket de sécurité. Il lui dit, non, ça je le sais. Venez avec moi dans le bureau. Il le fait rentrer dans le bureau et il lui dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il regarde comme ça, il lui dit, moi? Pour l'instant, pas grand-chose. Il lui dit, vous cherchez du travail? Il lui a dit, oui. Ok, vous allez me donner un petit peu de renseignements sur vous. Donnez votre carte d'identité à ma secrétaire. Je suis le PDG de toute cette chaîne alimentaire de tous ces supermarchés et je cherche quelqu'un de compétent. J'avais quelqu'un en tête pour diriger ce supermarché. Et de voir quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui regarde les prix, qui s'intéresse, qui est capable de me ramasser un paquet de gâteaux, de le remettre parfaitement à sa place,
de voir une pomme qui roule sous l'établi, d'aller la chercher pour me la remettre à sa place. Je suis certain que je ne trouverai jamais un homme comme vous pour diriger mon supermarché. Parce que si vous ne me connaissez pas et que vous avez tellement à faire des autres, alors maintenant que je vous paierai fortement pour cela, je suis certain que mon supermarché ne va que grandir. Kachayamase. Kama Hashouf de tenir compte de l'autre. Hein, Marc, tu as kiffé ou pas? Hein? C'est Péroucha d'abord. Des fois, tu sais rien. Je racontais l'histoire de Lubavitch. Tu connais cette histoire sur le pont de Brooklyn? Non. Quand tu passes de New York, de Manhattan au New Jersey, il y a un pont. J'ai raconté cette histoire il y a très longtemps. Voilà, il se rappelle. Tu étais là avec moi depuis le début. Cette histoire m'a tué de rire. Il y a une voiture, tu sais, une belle voiture comme ça américaine qui s'arrête, et t'as un mec qui est en costume dehors, il attend pour changer sa roue. Et tu vois qu'il est en train d'hésiter. Il y a une teuf comme ça, un Lubavitch qui arrive, ouais, et il lui dit, vous avez crevé? Il lui a dit oui. Laissez, je vais m'en occuper. Vous êtes bien habillé, c'est dommage de vous salir. Il lui a changé la roue. Et il part. Un mois plus tard, on appelle, la banque appelle Lubavitch, elle lui dit, qu'est-ce qu'on fait du $1 000 000 que vous avez sur votre compte? Votre découvert, il est amplement couvert, mais qu'est-ce qu'on fait du $1 000 000? Ah, les $1 000 000 de qui? Et d'où ça vient? On lui dit d'où ça vient. Il trouve la société Internet, il arrive chez qui? Au bureau du mec qui lui a changé la roue. Alors il dit, écoutez, moi, quelqu'un qui s'arrête pour moi, qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui est prêt à me rendre service pour pas que je me salisse, j'ai pris votre numéro d'immatriculation, avec mes connaissances, j'ai pu retrouver votre banque, et je vous ai remercié, on vous verse $1 million. Il a fait un grand sourire. Le Lubavitch lui a dit, si j'avais su, j'aurais changé les 4 roues. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Kol tov.